Cette présentation concerne la création d'entreprises. Alors, la posture d'entrepreneur qui se détermine quand on veut construire une société, qu'elle soit une société à personne unique, comme une URL, ou en groupe, avec plusieurs personnes, demande de la part du créateur, du chef d'entreprise, une certaine compétence à acquérir pour pouvoir réussir le lancement de cette entreprise. La posture de l'entrepreneur peut être aussi similaire à ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise quand on est salarié et que l'on se considère comme intrapreneur. C'est-à-dire que le rapport du salarié à ses patrons, à ses chefs, à ses subordonnés est une relation de fournisseur à client. Et ceci se passe dans la tête de la personne. C'est-à-dire qu'il y a toujours une notion d'équilibre entre le travail fourni, les ressources fournies, la rétribution de ce travail. Cette rétribution peut être effectuée en monnaie trébuchante, mais peut être aussi l'occasion d'acquérir des connaissances supérieures, de la formation ou l'expérimentation dans un travail dans lequel on va apprendre. Position d'entrepreneur ou d'intrapreneur est en effet assez proche. Dans mon cas particulier, je n'ai pas vu de différence quand, à 53 ans, j'ai créé ma propre entreprise de conseil. J'avais les mêmes rapports avec les clients qu'avec mes responsables hiérarchiques dans les 30 années qui ont précédé ce changement de statut. La présentation que je vais faire est issue de conférences que j'ai suivies avec Philippe Silberzen et Dominique Vian. Et cette conférence m'a permis de porter un regard méta sur cette approche et apporter de mon côté une contribution liée à mon expertise dans le management de la complexité et de l'innovation. Il y a des faux mythes de l'entrepreneuriat. L'idée qu'il faut une vision initiale et que cette vision initiale va conduire tout le projet. En pratique, la vision se construit pas à pas, comme nous le verrons à la fin de la présentation. L'entrepreneur est un riscophile. Il aime prendre des risques volontaires. Effectivement, il faut accepter de prendre des risques, mais ces risques sont contrôlés et c'est ce que j'appelle moi la maîtrise des risques qui permet d'avancer sans aboutir à des échecs, en contournant les difficultés, en faisant face aux difficultés. Accepter de prendre des risques est très différent d'être en posture de choisir les zones risquées pour pouvoir avoir de l'émotion, par exemple. La capacité à prédire le futur. Non, le futur, comme la vision, se construisent pas à pas. Alors, moi, je distingue le futur, qui est le futur des compétences que je veux développer ou qu'un groupe, une entreprise peut développer, et l'avenir, qui, lui, ne se découvre que quand il survient, quand il advient à nous. Pour être un entrepreneur, il faut être un super-héros. Tous les entrepreneurs ne sont pas des Bill Gates, tous ne démarrent pas dans un garage, et il y a 36 façons de démarrer une entreprise. Et le dernier mythe, c'est que c'est un héros solitaire. Eh bien non, c'est très très rare. Ça arrive,
mais c'est accroître le niveau de difficulté pour faire réussir son entreprise. Alors, la logique entrepreneuriale de l'effectuation tient en 5 grands principes. Le premier, c'est qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Il faut donc partir de ce dont on dispose, c'est-à-dire des ressources dont on dispose, plutôt que de partir du but. Qui est-ce qui a les compétences? C'est nous. On sait ce qu'on a comme compétences. On sait ce que l'on sait et on a un réseau d'appui. C'est très difficile de partir seul, sans réseau d'appui. On peut accepter une perte, mais il faut pouvoir la maîtriser, cette perte. Donc, l'idée de départ, c'est que la perte, c'est un investissement sans retour. On a placé de l'argent, on a acheté une machine, et puis elle ne tourne pas, c'est pas la bonne, etc. La base de la sécurisation pour démarrer une entreprise, car démarrer une entreprise, c'est difficile, eh bien, c'est de réduire les dettes au maximum et de progresser pas à pas en autofinancement. Ce qui est le plus difficile, c'est effectivement d'acquérir les fonds de roulement pour pouvoir croître. On part de zéro, il va falloir mettre un petit peu d'argent sur la table pour pouvoir avancer. Par exemple, la recherche du premier client ne peut pas être financée par un client avant. Donc le premier client, eh bien, va falloir le trouver sans être rémunéré. Et puis petit à petit, plus on va avoir de clients, plus on va pouvoir investir, plus on va pouvoir s'autofinancer pour faire croître l'entreprise. Alors, principe du patchwork fou, c'est-à-dire que il faut essayer de penser non pas collectif, non pas seul, mais collectif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à tout faire, mais à s'appuyer sur des ressources qui vont permettre d'aider. Par exemple, construire une maison, eh bien, si on est maçon, on va essayer de ne pas tout faire, mais on va déléguer un certain nombre de tâches ou recommander d'autres artisans pour que l'un pose les fenêtres, l'autre fasse l'électricité, etc. Ne pas prendre tout sur ses épaules. Alors, le principe limonade, créer des surprises, saisir les opportunités, c'est-à-dire être disponible à ce qui advient, et même si on n'est pas sur la fine ligne de compétences, accepter de prendre des risques et partager ces risques avec celui qui va vous employer en tant que client ou comme hiérarchique. Et puis, il y a 2 grands principes de trajectoire. Quand on pilote un avion, on pilote l'entreprise, soit on imagine que tout est calculé depuis le départ, c'est la logique du canon, soit on a la logique du missile, et c'est celle qui est la plus performante. On adapte la trajectoire au contexte et au chemin qui a précédé. Alors, créer une entreprise et la faire vivre, c'est un processus. À partir des moyens, on va pouvoir se donner des buts accessibles. Il va y avoir des interactions avec des partenaires que l'on va engager. Et si on a de nouveaux moyens, eh bien, on va pouvoir modifier les buts. Ces partenaires peuvent eux aussi générer de nouveaux buts qui vont donc modifier les buts initiaux. Et c'est ainsi qu'on va développer l'activité pas à pas. Comment on développe les moyens, comment on développe les horizons et les buts. Et ceci est en interaction. Alors, l'effectuation s'oppose au principe de causalité. Causalité, le but définit les moyens.
effectuation, les moyens définissent les buts ou les finalités imaginées. Le problème est découvert, le rétroplanning à partir du but, faire pour et linéariser la démarche. C'est le principe de causalité. Dans la causalité, l'efficacité, l'efficience et la rapidité maximale permettent, en fonction du contexte, d'être plus ou moins pertinents. Dans l'effectuation, les moyens donc définissent le but, les moyens sont connus, faire avec, chaînage vers les buts, ouverture vers de nouvelles possibilités en faisant évoluer les buts et les moyens par itération. Et en face de l'efficacité, de l'efficience, de la rapidité maximale, on a une bibliothèque de questions, un système hiérarchique du plus local vers le plus global. Et le principe idéal, c'est d'hybrider les deux démarches. Plus on aura démarré dans une effectuation raisonnable, plus on pourra aller vers une causalité qui permettra l'efficacité. Alors, il y a une logique systémique d'arborescence pour traiter des problèmes. Alors, on a un problème racine qui est sans solution. Il va falloir, comme la flèche à droite le monte, remonter les problèmes intermédiaires de plus en plus globaux jusqu'à ce qu'à un moment donné, on touche un problème pour lequel on puisse trouver des solutions. Quelques lignes, mais c'est un petit peu délicat au début, c'est de savoir quand on va innover, bien faire la différence entre l'innovation et l'invention. L'invention, c'est mise en place d'une idée nouvelle. Innover, c'est être capable de transformer cette idée en produit ou service qui va intéresser le marché et qui va trouver des acquéreurs. L'innovation, c'est la mise en production, en réalisation d'une idée. Alors, quand le développement se fait en dehors de tout contexte de marché, il va falloir créer le marché. Et ce marché nouveau n'est pas facile à définir. D'un autre côté, on peut travailler sur un marché existant et pour lequel on va apporter une solution qui sera innovante, mais où le marché, lui, est connu. Donc, suivant les cases dans lesquelles on se trouve, on va avoir une forte incertitude de réalisation, de mise en œuvre de l'innovation, et on va avoir en plus une forte incertitude de création du marché. Donc, si l'on veut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, eh bien, on va essayer d'être modeste et d'approcher les choses pas à pas. Il y a une logique de conception qui consiste à dire que quand on a une idée nouvelle, eh bien, pour pouvoir la mettre sur le marché et réussir, il faut éviter qu'il y ait d'autres idées nouvelles qui rentrent dans la solution globale. Plus on a de facteurs de création, de créativité, plus on prend des risques. Donc, ne pas faire tout bouger en même temps, avancer pas à pas. Dans la partie innovation, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est utilisable? Qu'est-ce que ça va apporter aux clients? Qu'est-ce que cette valeur créée peut être échangée durablement au sein d'un système d'acteurs, c'est-à-dire comment cette invention peut être rétribuée. Par exemple, en ski de randonnée, j'ai un ami qui a inventé une fixation qui était très intéressante.
mais qui posait le problème de sa mise en marché, car il y avait déjà beaucoup de concurrence avec des produits très connus, et ce qui a freiné la mise en place de ce marché, c'est que le produit était certes très intéressant, mais il y avait aussi beaucoup d'innovations complémentaires, telles que les couteaux à ski, telles que la maintenance. Et finalement, un, un obstacle à la réussite de ce produit, ça a été la faiblesse des couteaux à ski qui se sont déformés très rapidement, et ce qui a directement impacté la crédibilité de la fixation elle-même. Donc, à partir de ces deux grands regards que sont la causalité et l'effectuation, je considère que on peut prendre un peu de recul et, comme je le disais au départ, que faire de l'entrepreneuriat, faire de l'intrapreneuriat ou faire de la recherche d'emploi, finalement, c'est la même démarche. Comment allons-nous proposer de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles compétences? Et le processus générique du projet de vie est très proche de tout ça. Désirer, s'engager, s'adapter, terminer, changer de projet. C'est une roue qui nécessite de respecter un certain ordre qui part de la maîtrise pour aller vers l'inconnu. Alors pour moi, il y a d'un côté la causalité, d'un autre l'effectuation, partir des moyens, causalité c'est partir des buts, et la démarche simplex qui est agir et penser en prenant en compte la complexité. Les buts et les solutions sont connus, le problème connu est résolvable, le problème non résolvable. Trois situations qui sont très très différentes. Quand les buts et les solutions sont connus, les moyens et les contraintes sont construites. Donc on est dans une démarche de causalité qui va fonctionner. Quand le problème est connu et résolvable, le processus est réglé, c'est-à-dire qu'il y a des procédures. L'innovation est instrumentalisée, on sait innover en ayant des garde-fous. Et le but sont construits dans un chemin de progression. Et quand le problème n'est pas résolvable, c'est là où il y a rupture, chaos, bifurcation. Les buts et les problèmes non maîtrisables induisent des processus guidés, des chemins construits pas à pas. C'est l'exemple typique, ouvrir une première en alpinisme, eh bien, il va falloir improviser pas à pas, en assurant quand même le retour. Si on est dans une voie d'escalade qui est déjà entièrement équipée, ben, nous avons des moyens et des contraintes qui sont construits, nous savons ce qu'il va falloir faire. Quand le terrain est un terrain d'aventure, mais on sait qu'il a été déjà parcouru, eh bien, les problèmes, ça va être de trouver les bons points d'assurance pour pouvoir progresser. Mais il n'y aura pas de grande incertitude, ça débouchera. On connaît le niveau, on connaît le parcours, l'itinéraire, il restera à assurer la sécurité de la progression et des relais. Voilà trois logiques qui sont très dépendantes du contexte du problème que l'on cherche à résoudre. Alors, on a deux flèches du temps à considérer, celle du temps des activités. On va des moyens vers le développement de l'activité. Rappelez-vous au début le processus de création
de l'entreprise, engager des partenaires. Et s'il n'y a pas d'engagement, on risque d'aller vers une impasse. Alors, on va avoir de nouveaux buts, de nouveaux besoins qui vont générer de nouveaux moyens. Et perpendiculairement à cette flèche du temps des activités, il va falloir gérer une flèche du temps d'acquisition des compétences qui vont développer les moyens. Donc, on a vision, diagnostic, action des activités, et de l'autre côté, on a diagnostic, vision des buts, action des apprentissages. Donc, au début, je vous avais dit qu'on reviendrait sur la notion de vision qui progresse pas à pas. On peut considérer chaque temps de vie de l'entreprise, du projet, en tant que salarié ou de la recherche d'employabilité, on a un diagnostic. Par exemple, nos lacunes et nos cartes de compétences. On a une vision, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et on va engager des actions. Création d'entreprise, réalisation d'un projet dans l'entreprise ou une action de recherche de recrutement, d'employabilité. Eh bien, il faut considérer qu'à chaque instant, diagnostic, vision et action se nourrissent mutuellement et que donc on va avoir une progression parallèle d'une amélioration du diagnostic, c'est-à-dire d'une amélioration des problèmes que l'on va pouvoir résoudre, une amélioration de la vision de là où on veut aller, et donc une amélioration des actions engagées. Par exemple, on va faire évoluer le CV, on va faire évoluer le logo de l'entreprise, on va faire évoluer les fiches de proposition, la cible de recherche d'emploi ou de recherche de clients ou de recherche d'entreprise pour l'employabilité. Plus on va engager une réflexion où on a la flèche du temps des activités, la flèche du temps des systèmes de valeurs, quel sens on donne à l'entreprise, spiritualité, citoyenneté, souci de soi et des autres. Et plus on va développer la flèche du temps des compétences, diagnostic, vision, etc., des apprentissages, plus on va avoir de la cohérence dans la démarche. En synthèse, eh bien, je dirais qu'il faut aller de penser avant d'agir, principe de causalité, vers penser et agir pour faire avec les moyens dont on dispose, principe de l'effectuation, puis penser l'agir et agir le penser, en ayant simultanément une croissance du diagnostic, des problèmes que l'on cherche à résoudre, c'est-à-dire des services que l'on cherche à, ou produits que l'on cherche à donner aux clients, et agir, donc le penser, c'est-à-dire comment le diagnostic, le plan d'action, la stratégie, la vision vont se nourrir mutuellement pour pouvoir progresser et en final décider d'agir en complexité en ayant pas à pas intégré le maximum de données.